Y a-t-il de la neige encore sur la carapace des monts couchés, dragons hérissés, des pointes sombres des pins? Dans la cour des écoles, sinueuses traînes de cerfs-volants, l'écharpe des enfants voltiger dans leur course et la scintillante buée de leur haleine esquissait de légers spectres dans la fine brume côtière de fin d'hiver, et leur cri appelait celui des hirondelles. Le ciel, molletonné et vide encore du triangle des grues dans leur vol printanier, et répercute, comme étouffé, la rumeur de la ville. C'est luxe, hein. Comme quoi le tabac, c'est pas que si mauvais. On pressentait dans l'air peut-être le parfum des fleurs, et l'attente rose des pétales fleurissait les nuages, teintant le ciel où bientôt ils flotteraient comme des millions de papillons au-dessus de Nagawa. C'était un vendredi, ce 11 mars 2011, le jour de la catastrophe, dont l'annonce décalée de 7 fuseaux horaires m'accueillit au petit déjeuner. Il s'agissait du bout du monde, auquel me reliait le filet d'une voix énonçant Fukushima. Pouvais-je alors mesurer combien l'enchaînement des désastres entraînés par le séisme de 14h46 23 secondes locales ébranlerait l'équilibre du monde, bien plus que le battement des ailes d'un papillon, provoquant depuis l'équateur comme un nœud borroméen tracé sur les cordes d'une harpe indéfiniment l'enroulement en spirale des tornades. C'était l'un de ces vendredis où je prenais le train le long d'une autre côte, de mon côté du monde. Le ciel sombre s'y couvre des plumules d'un jeune goéland, son négatif inversé sur la pellicule. Une multitude de petits nuages pommelés entre terre et cendres hésitent à refléter la lueur du jour, ourlant à peine encore le col de Villefranche, obturé par la lumière crue du quai, découpant les silhouettes en lames de couteau des palmiers. Un oiseau silencieux plane très haut. Je suis seule à l'observer. Un satellite géostationnaire scintille comme une étoile. Et le quai, bruit du mélange des langues, un instant couvert par les haants du train, odeur et crissement de frein, ébrouement de wagons et stridence des rails. Le ciel, au-dessus du palmier, lentement vire au turquoise. Le jour se lève sur Villefranche. Et tout le jour, la mer gardera le gris doux, un peu froid, d'une aile de goéland, aile immense, dont le battement sourd ne l'arrache jamais à la terre. Une petite chaîne de nuages gris-bleu à l'horizon, d'où sointe l'ocre rose du matin, barrée d'un vol géométrique, puis les barres d'immeubles et les grues avant la gare engloutissent le ciel. Au retour, cligner des yeux face au couchant et ne garder sur la rétine que des barres de feu en place des rouleaux.
À Onagawa, elle avait tapé sur son portable « Tsunami énorme ». Ce furent sans doute les derniers mots de la femme de Yasuo. Quelques signes d'un message, sans voix, sans corps. Personne. C'est bien plus tard que Yasuo Takamatsu a pu les lire sur l'écran retrouvé, porteur de ce message ressurgi du passé, improbable relique dans sa gangue de boue, de sani, de décombres. Tsunami énorme. 2 mots seuls. Quelques signes. Était-ce ceci? Tsunami Kyudai na. 2 mots envoyés de son smartphone, retrouvés comme une moderne bouteille à la mer, balbutiant des mots muets, flottant sur l'écran dans leur non-lieu irrémédiable, et qu'il n'avait jamais reçu le jour du cataclysme. Les infos disent que ce jour-là, la vallée n'était plus qu'un goulet mortel. Le puissant raz-de-marée provoqué par le séisme serait décuplé par la dentelle rocheuse de la côte et sa guipure de falaise. Réfugié sur le toit d'une banque de Nagawa, sa femme, Yuko, aurait à peine le temps de voir se dresser l'immense muraille ruisselante. Près de 20 mètres de terreur, avançant au galop des juments de Diomède et de Glaucos, dévorant tout sur leur passage. Elle est raflée, comme un poisson, fauchée, désarticulée, ensevelie dans le pesant linceul de l'eau en furie qui brasse les choses et les corps comme une pâte unique et qui rejettera son portable comme on crache un pépin. Pas un cri ne s'entend dans le fracas des choses qui s'écroulent. La mer déferlant, hennissant, et ses crinières sont des langues, lanières, tentacules qui happent, frappent, emportent sans pitié dans l'écume échevelée, les arbres fouettés qui traversent des ponts, entraînent dans leurs racines les bateaux remontés de la mer et s'écroulent des pans d'immeubles, des silhouettes tombent, les voitures se cabrent et flottent follement sur la crête de l'eau qui les rabat soudain d'une gifle liquide vers sa bouche de nuit, comme un monstre dévore sa pitance. À peine enclenchée la sirène d'alarme, Yuko et ses 12 collègues disciplinés étaient montés très vite sur le toit de la banque. 10 mètres, ça devait suffire. 15h21, elle envoie à son mari ces 2 mots, plein d'effroi. Tsunami énorme. À cette heure-là, déjà la vague de 13 mètres est passée par-dessus les quais du port, charriant tout sur son passage. Suspens, insonore, l'instant d'éternité sidéré d'une noire apocalypse où plus rien ne distingue fluide, vivant ou minéral. Onagawa, noyé, broyé, annihilé. Je pense que l'eau a dû atteindre le toit en quelques minutes, dit Yasuo, chauffeur de bus, 57 ans, au journaliste qui l'interroge 3 ans après la catastrophe. Son fin visage émerge d'une combinaison de plongée. Elle me manque infiniment, ajoute-t-il. En ce jour de 2014, il réalise enfin son projet insensé, pouvoir fouiller lui-même le fond de la mer. Depuis 3 ans, il suit une formation théorique et pratique
pour obtenir le brevet de plongée dans l'espoir de retrouver celle qui a disparu le 11 mars 2011. Je l'imagine. Infime signe noir sur la page de l'océan refermé, sur les naufrages. Les blêmes corps des noyés de pleine terre, arrachés jusqu'à 10 kilomètres de la côte, flottant entre deux eaux, entre les bancs argentés ondulant dans les zébrures sombres des courants comme pétales au vent, écartant la chevelure fluorescente des méduses, caressant les rideaux d'algues sur les restes d'étranges épaves où rampent des étoiles, frôlant d'improbables poissons aux yeux vitreux, dans les cavernes de ciment brisé et le flanc de colline des étraves couchées où nidifie la pierre arborescente des coraux, cerisiers inversés, à la dérive, dans l'eau froide, avec l'espoir en fil d'Ariane. La voix de Yasuo est douce et déterminée, empreinte d'une singulière et douloureuse sérénité. Il me manque une grande part de moi-même, a-t-il confié au journaliste juste avant de basculer du rebord du bateau, dans les eaux froides et désormais si troubles de la baie d'Onagawa, où la charpie de corps en corps s'emprisonne aux mailles des filets de pêche. Tout glisse, l'eau lisse, les eaux blancs, les sons s'éclipsent. Pour lui, bien plus qu'une bascule, c'est l'espoir fou. Un saut immense en quête de Yuko dans un monde à rebours. L'envers en fer nocturne et aquatique des rêves primordiaux et cruels que l'on traverse sans espoir de retour. Je trouve horrible de penser qu'elle est peut-être là-dessous, perdue quelque part, et je dois au plus vite la retrouver, la ramener enfin chez nous. Chez nous, c'était les mots de Yuko avant l'alerte tsunami. Avant même de s'être réfugiée sur le toit où la muraille de mort liquide l'avait saisie, cueillie, engloutie vive. Je veux rentrer chez nous. Ce message de fin de semaine peut être le même chaque vendredi, tout chargé de projets et des loisirs à venir dans le soleil froid du printemps de Nagawa. Il l'avait reçu, mais seulement bien après la secousse de monstres qui s'ébrouent pour se débarrasser des tiques et des parasites. Ce séisme d'intensité 9.1 sur l'échelle de Richter frappait le pays à 14h46. Apocalypse Na. La terre avait à peine fini de trembler que se formait au large de larges tourbillons, vertigineux vortex comme des puissants fonds au cœur du Pacifique,
folle galaxie entraînant la nappe océane et tout ce qu'elle porte dans la béance noire du monde. La terre, frénétique, crachait le feu et de vagues accouplées, têtes dressées, bouches de graisse, se précipitaient sur la côte pour arracher vie, arbres, maisons, harpies, déchirant aussi sur leur passage la centrale de Fukushima. Plus de 18 000 personnes périrent en cet instant sur la côte du Japon. À Onagawa, ils seront plus de 800 morts ce jour-là. Trois ans plus tard, 250 autres âmes encore manqueront toujours à l'appel, et parmi elles, la femme de Yasuo, ensevelie sous l'eau. Depuis ce 11 mars, au crépuscule, des flâneurs sans forme, dans leurs longs manteaux d'hiver, errent en ville. Certains veillent aux hôtels des âmes des disparus, dressés le long des routes dévastées. Ils consolent les passants au lieu où naguère se trouvaient écoles et maisons, sans qu'on distingue plus les emplacements précis. D'autres prennent des taxis la nuit et parlent aux chauffeurs, et leurs yeux semblent vagues et vides, comme s'ils avaient beaucoup pleuré. Et leurs voix vous parviennent comme ces murmures des rêves à votre oreille, que vous entendez bien, mais que nul ne prononce. Et à peine parvenu à destination, il s'évapore. Ce policier a tenu la main d'une petite fille. Un vent inexistant fait flotter ses cheveux. Main froide d'une enfant perdue en quête d'une maison disparue qu'ils cherchèrent ensemble en vain. Et elle s'efface quand il veut la rassurer. Combien, encore inaperçus, observent ainsi les vivants quand le soleil plonge dans l'eau, paupières mortes. À l'heure même du tsunami, Yasuo et sa belle-mère parcouraient la ville voisine. À leur retour, Onagawa était une cité interdite. Elle n'était plus que détritus. Guenilles de bateaux brisés, voitures enchevêtrées parmi des squelettes d'immeubles éventrés, arbres arrachés dans une boue épaisse comme une poire d'enfer. Oh, les projets jamais éclos, comme les fleurs dans leurs bourgeons, les sourires flottant dans l'air, comme le chat du Cheshire, et les enfants mort-nés au ventre de leur mère. Tout tourne dans les mémoires avec la danse des marées et se brouille dans la rosace fluide de l'immense verrière océane. Yasuo ne put rentrer en ville que le lendemain pour découvrir que la vague en son flux avait ingurgité la barque aussi. J'ai senti mes genoux lâchés, je n'étais plus qu'un immense vide. Beaucoup autour de Nagawa recherchent encore aujourd'hui, comme lui, sur la côte, un corps, un objet, même un petit rien recraché par les eaux. Ce n'est plus qu'un immense vide.
Comme eux, pour Yasuo, la vie désormais se résume à l'incessante quête entre rivages encore couverts d'une laisse de désespoir et villes cimetières où se confondent les frontières. Au lendemain du cataclysme, des plongeurs des gardes-côtes sans relâche ratissaient au large la baie dévastée. À force d'observer les bateaux qui patrouillent, il décide de fouiller lui-même les entrailles de cette mer qui a englouti Yuko. Est-ce qu'à mon âge, on peut encore sérieusement apprendre à plonger ? Quand il a posé la question au moniteur Masayoshi Takahashi, il était tendu comme un arc, rapporte la dépêche de l'AFP. Masayoshi Takahashi a trouvé les mots, la chaleur qui encourage et réconforte. Il lui a ouvert grand les bras. Il fallait vite qu'il se détende car ici on plonge en eau trouble. À chaque fois, on risque d'être happé, piégé dans les débris. Il faut que je trouve ma femme. Je sais qu'il y a bien des chances que ça n'arrive pas. Il faut que je progresse vite, très vite pour la ramener chez nous. Et de même, tout aussi déterminé, il intente un procès contre la banque. Je ne pourrai jamais comprendre pour quelle raison on leur a dit de se réfugier sur le toit. Ils pouvaient aussi bien aller chercher abri un peu plus haut, sur la colline la plus voisine. Quelques minutes seulement à pied. Sur la côte orientale du Japon, le nageur sous-marin, dans sa combinaison, est comme une algue noire. Les bulles de son souffle remontent à la surface, esquissant sous la mer opaque la fluctuante silhouette d'une femme qui scintille, évanescente comme le blanc fantôme d'Oyuki, puis disparaît parmi des formes transparentes et vertes comme l'éphémère que j'observais enfant, à peine l'ombre d'une ombre posée sur le mur, vacillant dans la fleur de la lampe. Il nage au flanc des épaves couchées où s'abritent des crabes samouraïs aux yeux démesurés. Il pénètre dans le cadre de restes de fenêtres où penchent des anémones aux fluides mouvements sous la caresse de mains spectres. Il contourne les carcasses rouillées d'improbables vestiges où s'accrochent comme des lianes des algues échevelées. Des poulpes blancs et mauves cachés dans les fourrés de gorgones le regardent passer et intrigués le frôlent de leurs tentacules. La houle sous-marine berce comme un enfant des crânes, orbite vide.